Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Guylaine Tremblay, actrice, et François Archambault, auteur. Nous parlons ensemble de la série télé Anna et Arnaud. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet, la prosopagnosie. Nos collaboratrices Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous parlent de santé mentale des étudiants gradués. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce. J'accueille maintenant mes invités, Guylaine Tremblay au bout du fil. Bonjour Guylaine. Bonjour. Et en studio aussi, François Archambault. Bonjour François. Bonjour. On va parler ensemble en fait d'une série fort importante. Anna et Arnaud, une série où on parle beaucoup d'itinérance. Je vais commencer avec François. Tu es l'auteur, en fait, de cette série. Tu as déjà dit de cette série-là, comme quoi c'est une série dramatique, parfois drôle et lumineuse. Dans quel sens? Je commencerai comme ça. Drôle, je sais pas. En fait, lumineuse, sûrement. C'est un sujet dramatique, mais c'est ça, moi, quand j'écrivais, j'essayais de trouver des espaces de lumière, parce que quand on aborde un sujet grave comme ça, ça prend des respirations, tout ça. Donc, j'avais ce souci-là dans l'écriture. Même si on parle d'itinérance, j'avais envie que ces personnages-là, qui sont itinérants, soient lumineux, soient actifs, soient comme le personnage d'Arnaud. C'est un personnage qui est généreux, qui est à l'écoute des autres, même s'il il fait plein d'erreurs. Dans ses comportements, on peut le juger sur plein d'affaires, mais il est pris avec un gros problème de consommation. Le destin l'a frappé durement, mais en même temps, je voulais qu'on le voit dans la rue être capable de générosité avec les autres, puis d'avoir un regard bienveillant sur ses compatriotes itinérants. Oui, c'est une série qui est présentée à TVA, inspirée du roman, en fait, Anna et l'enfant vieillard de Francine Ruel, qui a fait beaucoup de parler. Les gens, ouais. Je pense que ça a été, dans le milieu, ça a été une grande surprise. Dans le fond, elle-même le disait, elle a comme avoué à un moment donné que son fils était itinérant. Alors, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler. Du côté de Guylaine Tremblay, donc au bout du fil, tu joues, Guylaine, la mère de cet individu, en fait, qui est Arnaud. Parle-nous donc un peu de ton rôle et comment tu l'as entrepris, en fait, ce rôle-là. Ben écoute, avant tout, je dois dire, tu sais, François est là, mais je lui ai déjà dit, mais je le redis publiquement, c'est une écriture formidable, très sensible, très humaine, puis il a raison, pleine de lumière. Moi, je trouve que c'est avant tout une histoire d'amour. Anna et Arnaud, l'amour entre un fils et sa mère, l'amour entre un itinérant puis sa communauté. Tu sais, il y a plein d'amour un peu partout dans Anna et Arnaud. Comment j'ai abordé le rôle? Ben écoute, moi j'ai des enfants moi-même dans la vie, puis je sais très bien que quand mes enfants sont heureux, je suis heureuse. Quand mes enfants sont moins heureux, j'ai tendance à être moins heureuse. alors je me dis, c'était facile pour moi d'imaginer l'espèce de désarroi, de parfois de désespoir qui peut atteindre Anna, parce que savoir que son enfant est dans la rue, dans des conditions qu'elle ignore. Elle ne sait pas s'il mange à sa faim, s'il y a des problèmes d'argent, de dope, s'il doit de l'argent à des gens qui veulent du mal. Pour moi, c'était très... c'était très facile d'imaginer à quel point ça peut être douloureux pour une mère de vivre ça. Oui. Et j'ai embarqué dans ce rôle-là avec c'est drôle à dire, avec le plus grand des bonheurs, parce que c'était un rôle très, très riche, avec beaucoup de couches. Puis ça, pour une actrice, ben c'est formidable à jouer. Et souvent, ben je me rapporte à l'histoire de Francine Ruel. Elle disait qu'elle se sentait seule, dans le fond, souvent, en même temps, elle a comme lâché prise. À un moment donné, je sais pas si on voit ça dans la série, parce qu'on n'a pas grand contrôle, dans le fond, sur un enfant adulte qui décide d'être dans la rue. Je sais pas si François veut répondre. Ben, je sais que Francine, c'est ça, elle a caché cette information-là longtemps. Elle voulait pas en parler de son fils qui est dans la rue. Elle vivait une espèce de honte par rapport à ça. Même, donc, puis il y a eu un moment où elle a eu un trop-plein, puis elle a eu besoin de le dire. Puis je pense que c'est à partir de là qu'elle a commencé à pouvoir un petit peu faire la paix avec ça, donc en partageant son histoire. Puis c'est pour ça que, en fait, moi, j'ai un peu pris le relais. J'ai partagé cette histoire-là qui m'est venue de Francine, mais
moi, j'ai fait un peu le lien avec Étienne, son fils, parce que je l'ai rencontré dans la rue une quinzaine de fois. Il m'a raconté sa version de l'histoire aussi. Puis ça, c'était intéressant, justement. Pour moi, ça a enrichi toute ma vision ma compréhension, en fait, de cette réalité-là. Puis c'était aussi, tu sais, Guylaine a dit, comme mère, elle pouvait s'imaginer la situation, mais comme moi, comme auteur, je suis aussi parent. Et quand je revenais de mes rencontres avec Étienne, j'étais chargé de « Oh mon Dieu! » J'étais bouleversé à chaque fois. Puis j'avais des discussions avec mes enfants en revenant. C'était comme, je leur parlais de ce qui s'était passé, ce que j'avais entendu. Puis donc, c'est sûr que l'inquiétude, je l'ai pris aussi sur mes épaules parce que je me suis aussi attaché à Étienne. Et là, à un moment donné, ça devient, tu as envie de le sauver. Tu peux pas t'empêcher d'essayer de trouver des solutions puis de dire, ben coudonc, t'as du potentiel, comment ça se fait? Fait que c'était comme quelque chose de très, très éprouvant comme processus, mais en même temps, super enrichissant, là. On peut dire que le sujet de l'itinérance est un sujet tabou, Guylaine. Je pense que les gens, oui, on sait tous que ça existe, mais à un moment donné, ça prend quelqu'un qui va en parler ouvertement puis qui va peut-être envoyer un peu la réalité au visage des gens. Ben oui, tout à fait. Puis si la série sert à ça, ne serait-ce que pour ça, moi, je suis ravie parce que depuis que quand la série était à l'antenne, écoute, il y a une multitude de gens qui sont venus me parler, soit de leur propre enfant ou de leur frère ou de leur sœur qui était dans la rue, ou simplement, ils voulaient juste témoigner puis me dire, écoutez, Madame Tremblay, on écoutait la série puis on les regarde plus de la même manière. On le sait maintenant que c'est toujours le fils ou le frère ou le père ou la mère de quelqu'un. Ouais. Avant d'être dans la rue, il y avait une vie, ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait pas toujours, puis c'est pas toujours pour les mêmes raisons que les gens se retrouvent dans la rue. Mais si les gens ont un regard plus compatissant puis plus empathique envers eux, déjà, je suis sûre que François va être d'accord avec moi, déjà, nous autres, ça dépasse toutes nos espérances, tu sais. Puis je crois vraiment que la série pose un regard à la fois plus compatissant sur les itinérants, mais aussi plus compatissant sur leur famille. Oui. Oui, eux aussi. Souvent, on a tendance à dire, ben, peut-être qu'il vient d'un milieu tout croche, puis bon, il a fini dans la rue, mais non, tu sais, c'est pas nécessairement ça. Donc, les familles, les parents, les amis de ces gens-là souffrent énormément aussi. Et comme tu dis, Guylaine, dans le fond, ça peut arriver à n'importe qui. Puis depuis la pandémie, même il y a eu des situations où les gens ont, écoute, leur vie a basculé. Oui, ça a augmenté beaucoup depuis la pandémie. C'est ça. Moi, je l'ai constaté aussi. En fait, en travaillant sur ce sujet-là, je me suis mis à les voir plus. Puis, effectivement, la pandémie, moi, je me tenais beaucoup au centre-ville pour aller voir Étienne. Puis là, à un moment donné, tu as l'œil, tu les vois, tu fais, oh mon Dieu, ils sont partout, là, il y en a beaucoup. Ça t'a certainement aidé dans ton écriture là, de prendre le pouls encore plus là, de la réalité. On les voit, mais quand tu prends vraiment la peine de oui, côtoyer. Puis en fait, de leur parler, parce qu'Étienne, il nous a présenté aussi à d'autres itinérants, puis donc, il nous a fait faire le tour de son monde à lui, puis là, il dit, ben, je vais vous présenter un tel, puis... Fait que c'est ça, non, c'était super riche d'être sur le terrain en même temps, de vivre ça, d'être sur le terrain puis de vivre ça. Puis d'assister à des moments aussi qui n'étaient pas prévus, que là, il y a un ami qui arrive, un chum qui arrive, puis qu'il a besoin d'argent, puis là, OK, ben attends une minute, on va essayer de trouver de l'argent, puis... Fait que c'est ça. C'est comme une communauté aussi, hein, il y a de l'entraide. Oui, ils se connaissent tous, c'est ça. C'est comme une vie parallèle, parce qu'au centre-ville, en tout cas, il y a les gens qui magasinent, puis à travers ça, il y a des gens qui sont des itinérants, puis que ceux qui magasinent ne les voient pas. C'est comme il y a deux vies. Ils font partie du décor, mais on ne les voit pas trop. Là. Puis on ne sait pas qu'il y a toute une espèce de micro-société qui est là, avec ses relations, c'est ça, ses interrelations, sa dynamique, tout ça. Fait que... J'aimerais poser la même question aux deux. Peut-être je commencerai avec Guylaine. Je voudrais savoir comment votre compréhension, votre sensibilité a évolué au niveau de l'itinérance en faisant ce projet-là. Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à la cause ou ça vous a vraiment aidé à ouvrir des yeux? Peut-être Guylaine en premier? Mais j'étais déjà sensibilisée à la cause, oui, parce que je ne sais pas si c'est ma nature ou j'ai étudié en éducation spécialisée aussi avant d'être au conservatoire, donc j'avais déjà une propension d'aller vers les gens qui souffrent ou qui sont différents, mais bon, enfin, c'est sûr que ça a changé quelque chose sur ma timidité à les approcher.
Puis je vous donne un exemple. Je me suis rendu compte de ça l'autre fois, il y a à peu près 2 semaines. Je suis allée faire l'épicerie à mon épicerie habituelle, puis il y a toujours le même itinérant qui est là dehors, puis qui demande de l'argent. Puis je lui en donne, mais là, cette fois-ci, je suis sortie, il y a 2 semaines, je suis sortie, puis j'ai donné de l'argent, puis j'ai dit, tu sais, quand on va à l'épicerie, puis on y va pour une pinte de lait, puis finalement, on sort avec 2 sacs, là, ça nous arrive tous. Ouais. Il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Donc, je suis sortie, j'ai donné de l'argent, puis j'ai dit, hey, ça m'aiderait vraiment si tu m'aidais à transporter mes sacs jusqu'à l'auto. Écoute, il s'est levé d'un bond. Le gars, il a dit, hey, tellement, ben oui, ça me fait plaisir, écoute. Et j'ai vu que le bonheur d'aider quelqu'un était supérieur à l'argent que je lui avais donné. Ouais. C'est drôle parce qu'Étienne, il disait ça, il disait, moi, quelqu'un qui me donne pas de l'argent, ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui m'ignore, qui me regarde pas, ça me met en colère. Ouais. Puis moi aussi, ça a changé ça aussi, c'est que là, je les regarde plus. Puis avant, je leur donnais de l'argent, mais là, je suis plus capable d'entrer en interaction avec eux, de leur parler. Puis des fois, c'est comme juste, OK, as-tu faim? Je suis devant une boulangerie. Il est devant une boulangerie, mais je vais aller chercher un sandwich ou quelque chose. Qu'est-ce que tu veux manger? Fait que, puis c'est ça, d'être un petit peu plus en communication avec eux autres. Pas juste donner de l'argent, mais juste parler un petit peu, un petit échange, c'est rien, puis ça fait leur journée. Même de regarder dans les yeux. Moi, je le fais. J'ai pris conscience de ça aussi en voiture. N'importe quoi, juste leur faire un bonjour par la main. Je trouve que c'est un individu, tu le respectes, c'est ça? Je pense que ça, c'est super important. C'est la même chose pour toi, Guylaine. Donc, dans le fond, évidemment, toute cette expérience-là développe notre sensibilité. Puis c'est important que les gens, j'espère que les gens qui ont vu la série ou qui vont voir la série vont prendre conscience que c'est des êtres humains, finalement. Oui, je le souhaite fortement parce que, tu sais, personne n'est à l'abri d'une chute ou, tu sais, d'un dérapage dans la vie. Hein. Ça peut tous nous arriver. Donc, je pense que c'est nos frères puis nos sœurs qui souffrent plus que nous présentement. Donc, ne serait-ce que, si on n'a pas d'argent, ne serait-ce que leur dire bonjour, les regarder droit dans les yeux, puis leur dire bonjour, on leur redonne tout à coup leur statut d'humain, tu comprends? Oui. C'est plus des fantômes qui se promènent dans la ville, c'est des humains. Exactement. Il reste environ une minute. J'aimerais ça demander à François, dans le fond, est-ce qu'il y avait un danger de tomber dans une caricature de l'itinérance? Est-ce que tu t'es posé des questions en écrivant cette série-là, d'y aller, oui? Peut-être au début du processus, mais à force de rencontrer Étienne, puis de me documenter, en fait, d'être là sur le terrain avec lui, puis de discuter avec lui, puis lui, il m'a fourni plein d'anecdotes. Donc, c'est ce qui est dans le show et vient... C'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont arrivées pour vrai, pour la plupart, des fois à lui, des fois à un autre. Donc, je pense que en étant engagé dans une espèce de, pas d'enquête, mais de recherche à ce point-là, mais je pense qu'on évite la caricature, là, parce qu'on est face à la vraie réalité. Oui, bien merci beaucoup, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Guylaine Tremblay, d'avoir été des nôtres, comédienne, donc animatrice et qui a joué le rôle de la mère, un rôle primordial dans une situation comme ça. Merci beaucoup d'avoir été à Folie Douce avec nous. Merci, c'est un plaisir. Et merci François Archambault, donc dramaturge, qui est auteur de cette série. Merci, puis bonne continuation. Merci. Si les gens veulent en savoir plus, peuvent chercher la série Anna et Arnaud à TVA, donc c'est très trouvable, là, sans problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Salut. Merci. Bye, François. Au revoir. Bye, Guylaine. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors, exercice de diction aujourd'hui, la prosopagnosie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est assez bizarre, je te dis. C'est spécial. Moi, c'est un mot que je ne connaissais pas, mais comme tu sais, j'aime surfer sur Internet et trouver des sujets intéressants pour les chroniques portant sur la santé mentale. Alors, j'ai pris ça, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. C'est sur le site qui s'appelle Slate.fr. C'est un site français et l'article s'appelle « La prosopagnosie, le syndrome des gens qui ne parviennent pas à se souvenir des visages ». Ah, OK. C'est assez spécial. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je me souviens des visages, mais pas des noms. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est peut-être même pas un trouble. Je pense non, sûrement pas. C'est peut-être plus instinctif de se rappeler des visages. En fait, c'est un article écrit par Mme Hélène Pageuzy, qui est journaliste indépendante et c'est édité par M. Yann Guilloux.
Alors, on nous dit ce trouble neurologique, derrière son aspect insolite, peut être un important handicap social. Dans les cas extrêmes, les prosopagnosiques peuvent ne pas réussir à reconnaître leur propre visage. Oh. Imagine-toi. OK, non, on parle de d'autres choses. Tu sais, quand tu fais ta barbe le matin, tu te dis c'est qui ce gars-là? Tu sais, la barbe blonde. L'information a fait le tour des médias après la publication d'un article publié dans GQ Magazine. C'était Brad Pitt, un article sur Brad Pitt qui pourrait être atteint de prosopagnosie. L'auteur de l'article, Mme Otessa Moshfegh, nous dit qu'il craint que cela ne véhicule une certaine image de lui, soit celle d'un homme distant, inaccessible et auto-centré. En vérité, il aimerait pouvoir se rappeler ces nouvelles rencontres et il a honte de ne pas en être capable. C'est vrai que ça amène tout ça de problèmes sociaux parce que c'est vrai que tu peux paraître snob ou distant parce que si tu te rappelles pas des visages, tu ne reconnais pas les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on nous dit, avez-vous des difficultés à reconnaître des gens que vous avez déjà croisés dans votre vie, même à plusieurs reprises? Êtes-vous toujours à la ramasse quand il s'agit de reconnaître des célébrités dans les films ou dans des magazines? Avez-vous l'impression que votre esprit est incapable d'enregistrer de nouveaux visages? Si oui, alors vous peut-être que, comme le soupçonne Brad Pitt, et avant lui, c'était Thierry Lhermitte, l'acteur français, avant de finalement démentir cette rumeur. Alors, peut-être êtes-vous atteint, vous aussi, de prosopagnosie. Ce trouble neurologique toucherait environ 1 personne sur 50 dans le monde. C'est quand même beaucoup. Ouais. Selon des chercheurs du Dartmouth College dans l'État du New Hampshire. C'est 2% du monde, ça, finalement. 1 personne sur 50, c'est 2 personnes sur 100. Exactement. Donc 2% du monde, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Mais il faut voir que les gens ne sont pas tous atteints au même degré, cependant. Mais quelqu'un pourrait faire passer, tu sais, quelqu'un qui est bête pourrait dire « Non, je souffre de prosopagnosie. » Il ne veut pas t'en connaître. C'est ça, c'est pas de ma faute. C'est ça. Alors, on nous dit il faut savoir cependant que sous son apparence insolite, voire cocasse, ce syndrome peut s'avérer très handicapant pour les personnes qui en sont atteintes. Le professeur Olivier Martineau, qui est neurologue, nous dit « Beaucoup vivent avec, sans se poser de questions jusqu'à ce qu'un événement dans leur vie fasse tilt. » Nous avons déjà connu ce moment gênant dans notre vie lors d'un événement social, par exemple, où nous avons été incapables de resituer une personne que nous avions croisée il y a fort longtemps. Mais comme le précisent les chercheurs du Dartmouth College, qui se sont spécialisés dans ce trouble neurologique, la prosopagnosie est beaucoup plus sévère que le simple fait de n'avoir aucun talent de physionomiste. L'affaire, c'est que des fois, avec les années, les gens changent beaucoup. Tu sais, spécialement les femmes, des fois, parce que, tu sais, nouvelle coiffeur, nouvelle couleur, ça. Puis des fois, tu peux mélanger des visages. Tu penses que c'est telle personne que tu as déjà connue il y a 15 ans, mais c'est une autre. Là. Fait que si tu l'as connue il y a 30 ans, c'est encore ça se peut que ça difficile. change pas mal. Oui. Alors, les prosopagnosiques ont du mal à savoir s'ils ont déjà vu un visage, même s'ils l'ont rencontré à de très nombreuses reprises. Dans les cas extrêmes, ils ont du mal à reconnaître des personnes qu'ils voient pourtant quotidiennement et avec qui ils ont des liens affectifs puissants, comme leurs conjoints et leurs enfants. Ils peuvent aussi ne pas réussir à reconnaître leur propre visage. Les chercheurs insistent également sur le fait que la prosopagnosie n'a rien à voir avec une difficulté à se souvenir des noms, mais bien une incapacité à reconnaître et à décoder le visage d'une personne, aussi connue et proche soit-elle. Il existe 3 types de prosopagnosie avec des causes différentes. La première est développementale ou congénitale, c'est-à-dire présente dès la naissance. Le deuxième est acquise et survient brutalement. Il s'agit d'une lésion cérébrale causée par une AVC ou une tumeur, par exemple. Et la troisième est progressive et liée à une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. Dans ce dernier cas, la prosopagnosie s'intègre souvent dans un syndrome plus général d'agnosie, c'est-à-dire que la personne peut aussi ne plus reconnaître certains sons, certains objets ou certaines odeurs. Poser un diagnostic n'est pas l'étape la plus facile. Un bilan ophtalmologique pour écarter tout type de troubles visuels, puis neurologiques ou neuropsychologiques peut confirmer l'origine neurologique.
Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, en essayant de ne pas oublier mon sujet. Et je vais poursuivre. N'oublie pas mon visage, là, surtout. Et je vais poursuivre plus tard. Parfait. La prosopagnosie plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous amènent leur sujet de chronique, la santé mentale des étudiants gradués. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, la prosopagnosie. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne@qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Je suis maintenant en compagnie de nos collaboratrices, Justine Fortin, bonjour Justine. Bonjour. Et Marjolaine Rivet-Bourgard, bonjour Marjo. Bonjour. Alors, votre chronique aujourd'hui, santé mentale des étudiants gradués. Vous êtes des étudiantes graduées et puis vous cheminez dans votre carrière, mais c'est un sujet, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent ça dur, justement, puis selon son domaine d'études, je pense qu'il y a aussi... on pense à la médecine puis au droit, il faut être fait fort, je pense, puis probablement de plusieurs domaines, là, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Mais c'est ça, dans le fond, nous, aujourd'hui, on voulait vous conscientiser, en fait, sur c'est quoi des études graduées, parce que c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi. Ouais. Donc, si on repart du début, là, on part de l'université, c'est sûr que les étudiants qui ne sont pas encore gradués, c'est ceux qui font un baccalauréat. Puis par la suite, ceux qui veulent poursuivre à la maîtrise, ils tombent dans la catégorie des étudiants gradués. Okay. Puis ensuite, ça se poursuit avec le doctorat et pour certains même le post-doctorat. Puis nous, on veut venir parler un peu de c'est quoi notre expérience, puis l'expérience de nos collègues au niveau gradué, parce que des fois, on voit que on semble avoir moins de cours, on semble être plus loin dans notre parcours, donc on a moins de charges sur les épaules et c'est encore très incompris. Puis dans le fond, c'est complètement l'inverse, là. C'est plus de charges, plus d'autonomie, plus de difficultés au niveau de la santé mentale. Donc, c'est un peu ça. Quel est votre niveau d'études, autant Justine que Marjo? Vous êtes encore aux études, je présume? Oui, puis on en a encore pour longtemps. Donc, comme Justine a mentionné, c'est un long parcours. Donc, quand on parle d'études graduées, ça peut être 2 ans de maîtrise, 4 à 5 ans, même des fois 6 ans de doctorat. Donc, personnellement, je suis à ma 2e année de doctorat et j'ai fait une maîtrise 2 ans, qui a duré 2 ans juste avant. Donc, déjà, si on prend où j'en suis en ce moment, j'ai déjà 7 ans d'études de fait. 4 ans de bac, mon bac, je l'ai fait en 4 ans, 2 ans de maîtrise, je suis à ma... Donc 7 ans juste universitaire. Là. Exact. Ça, c'est, faut aimer, en fait, faut aimer ça, puis c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis tu sais quand tu commences, mais tu sais jamais quand tu finis, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver pendant ton parcours. Donc, par exemple, une maîtrise, oui, sur papier, c'est 2 ans, puis tu dois faire une thèse, un mémoire, donc un mini-projet de recherche, là. Je dis mini, mais dans le fond, c'est quand même un gros projet de recherche qui dure sur 2 ans. Okay. Puis c'est un peu ça, l'implication qu'on a là, au niveau de la recherche. C'est pas juste de mener notre propre projet. Dans le fond, on est affilié à un chercheur universitaire, donc qui est un professeur aussi de l'université, qui a son laboratoire. Et ce qui est attendu de nous, c'est d'aller au-delà de notre mémoire, par exemple, ou de notre thèse doctorale. Donc, il y a une vie de laboratoire avec des exigences pour chaque étudiant qui peuvent prendre le temps, justement, dans notre horaire, là, chaque jour, on travaille sur notre thèse, mais on fait aussi des projets sur le côté, d'autres projets de recherche. On collabore avec, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec Marjolaine aussi sur sa thèse, elle travaille sur la mienne. Donc, il y a beaucoup de collaborations obligatoires, il y a des demandes de bourse. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qu'on pense pas. Quand on voit quelqu'un à la maîtrise, on dit, ben, tu fais juste écrire ton essai ou tu es juste en train d'écrire ton mémoire. Mais dans le fond, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'ajoutent autour de ça. Là. Ça amène le stress dont on parle de la santé mentale, en fait. Mais est-ce que vous attendiez à ça quand vous avez commencé à étudier à un niveau supérieur? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dedans, vous dites, ben, je peux pas lâcher parce que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, mais est-ce que vous attendiez à autant de pression, en tout cas autant de...
Je vais avouer que dans le domaine de la psycho, donc déjà au bac, on se faisait avertir. On se faisait dire très clairement, parce qu'on était beaucoup mentorés par d'autres étudiants gradués, et on se faisait clairement dire, Marjo, Justine, si vous voulez poursuivre vos études supérieures, soyez prête à mettre énormément d'efforts, énormément d'énergie, faites attention à votre balance et à votre équilibre de vie parce qu'il va être mis en difficulté. Mais en même temps, t'as beau te faire avertir, il faut le voir, il faut le vivre pour vraiment réaliser parce qu'on a toujours un peu cette espèce d'idée de, ce sentiment d'invincibilité de, ben non, je vais bien me gérer, ça va bien aller, ça va être bien. Puis, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais en même temps, c'est très, très toxique, là. Personnellement, je peux dire que j'ai fait au moins 3 à 4 burn-out déjà. On en fait régulièrement, on va avoir ce qu'on appelle des crashs mentaux, si je peux dire ça comme ça, où il y a des semaines où c'est tellement de poids qu'on va juste avoir 2-3 jours où on est mentalement incapable, on a envie de pleurer, mais là au moins c'est pour ça, on est tout un bon support pour chacune. Ça aide beaucoup. Oui. Les gens qui nous comprennent, en fait, qui vivent un peu la même chose, nos pères qu'on appelle, oui. Là, c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est un peu difficile aussi de faire comprendre ça à nos proches. Des gens qui n'ont pas fait de maîtrise ou de doctorat, quand ils te voient épuisés, ils sont comme, ben, il me semble que tu n'as pas de cours, tu devrais aller mieux qu'au bac quand tu avais 5 cours dans ta semaine. Mais dans le fond, c'est un peu l'inverse parce qu'il faut qu'on crée nos expériences par nous-mêmes pour bâtir un CV qui est compétitif. Puis ça, c'est pas juste en faisant notre mémoire qu'on fait ça. Faut qu'on aille au-delà de ça. Faut qu'on obtienne des bourses. Faut qu'on écrive des articles scientifiques. Faut qu'on se fasse reconnaître par notre communauté scientifique aussi, qu'on participe à des congrès internationaux. Ça coûte de l'argent aussi. Ça veut pas dire que ton directeur ou ta directrice va être capable de subventionner ces déplacements-là. Donc, c'est toutes des choses comme ça dans notre quotidien qu'on doit ajouter à notre assiette. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de cours que la charge est moins grande. Fait que c'est vraiment ça qu'on essaye aussi de passer comme message, là, je dirais. Ouais. Et j'imagine que vous n'aviez pas le choix de poursuivre parce que, tu sais, on dit toujours, dans un domaine, des fois, plus tu vas loin, mieux c'est parce que, évidemment, tu deviens beaucoup plus connaissante au domaine, puis probablement tu es plus reconnu aussi, tu sais, c'est un peu ça, là, parce que le bac, c'est pas suffisant dans votre domaine, j'imagine. Ben, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a un gros problème de surqualification. Il y a beaucoup de gens qui obtiennent des doctorats, mais qui, c'est pas nécessairement, ils auront pas de prospective d'emploi. Donc, ce qui est particulier, c'est quand tu fais de la recherche, tu peux aller en milieu académique, que là, tu as absolument besoin d'un doctorat, tu as besoin d'un stage postdoctoral, comme Justine mentionnait, mais c'est des postes qui sont extrêmement contingentés et donc qui sont très rares parce qu'ils dépendent d'une université, d'un institut. Donc, évidemment, dans un domaine et une institution en particulier, il y a un nombre limité de ces postes-là pour chacune des spécialisations. Donc, à l'extérieur de ça, on rentre dans tout ce qui est privé, donc recherche privée. Mais pour les recherches, pour les instituts de recherche privée, souvent un stage postdoctoral, tu deviens surqualifié parce qu'ils veulent quand même eux-mêmes te former, mais là, tu es tellement formé que tu n'es plus aussi malléable. Mais faut quand même, vous avez décidé de le faire quand même. Pouvez-vous rappeler dans quel domaine vous êtes les deux? C'est proche, je pense. Oui, on est proche parce qu'on est quand même les deux en santé mentale. Moi, de mon côté, je suis en 2e année de doctorat en neuropsychologie, donc je vais faire partie de l'ordre des psychologues, autant au niveau clinique, puis je me forme aussi pour faire de la recherche, donc j'ai comme un profil double. Donc moi, j'étais obligée, si je voulais faire partie de l'ordre des psychologues, de me rendre jusqu'au doctorat. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Et dans ton cas, Marjo? Moi, c'est vraiment recherche en santé mentale. Donc, je ne ferai pas partie d'une ordre professionnelle. Mon but, c'est vraiment d'aller en académie. Puis c'est un peu ça aussi, le stress que ça ajoute. Donc, évidemment, on ne fait pas juste se dire « Ah, ben, on a un doctorat terminé, on va avoir une thèse. Et voici ce sur quoi on se concentre. » Faut qu'on crée nos connexions parce que je dois constamment me projeter dans le futur puis me dire « OK, ben maintenant, je fais mon doctorat. Mais quand mon doctorat va finir dans 3 ans. On s'avance pas trop parce qu'on n'est pas sûr. On n'est jamais sûr. Il y a trop d'imprévus qui peuvent arriver. Exact, mais ça reste qu'une fois que ça c'est terminé, mais il faut que je sache où est-ce que j'applique pour mon postdoctorat parce que si je tombe dans une limbe,
Mais là, il y a des impacts financiers, il y a des impacts sur ma carrière parce qu'il faut que tu expliques et que tu justifies pourquoi tu n'as pas été active pendant le nombre de temps que tu as eu. Mais ça ajoute un stress, c'est ça. On a toujours l'impression qu'il faut toujours bien paraître, puis en même temps continuer notre processus, puis chercher des fonds, comme tu disais, Justine. Puis c'est vrai qu'il y a une multitude de choses très laissées à vous-même, finalement. Oui. Puis dans le fond, c'est un peu ça, on veut prendre soin... on veut prendre soin de notre santé mentale, mais dans le fond, d'un autre côté, pour avoir un dossier compétitif, on peut pas vraiment se permettre de passer comme une fin de semaine à rien faire, pas ouvrir notre ordinateur pour travailler, parce qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui va avoir travaillé cette fin de semaine-là, qui va avoir une ligne de plus sur son CV, un papier de plus, puis là, c'est un emploi que, t'auras peut-être pas à la fin de ton doctorat. Là, autant dans les pauses, vous avez le droit de prendre des vacances, mais il faut quand même rester alerte, je pense. Oui, c'est ça. Les gens, ils pensent que, tu sais, l'été, on est comme un peu au secondaire puis on n'a plus de cours, mais nous, l'été, on s'est attendu qu'on continue à travailler sur notre mémoire, qu'on continue à écrire des papiers, puis encore, c'est même plus attendu qu'on en fasse plus parce que là, on n'a pas d'excuses. Là. On devrait être à temps plein sur notre thèse. Fait que je dirais que c'est quand même assez intense. Oui, puis justement, donc, on se ramasse souvent à travailler 60 heures par semaine. Et puis, justement, tout ce que Justine vient de mentionner, ça fait partie de ce qu'on appelle... en fait, c'est une des parties de ce qu'on appelle l'anxiété de performance, donc qui est très, très, très présente chez les étudiants gradués, mais il y a beaucoup d'anxiété, mais il y a aussi beaucoup de dépression. Donc, par exemple... Chez donc une étude qui a été faite à travers plusieurs pays à l'international, donc ils ont constaté que les étudiants gradués sont 6 fois plus à risque d'avoir des symptômes de dépression ou d'anxiété comparativement à la population générale, mais 6 fois, c'est énorme. C'est énorme, c'est vrai. Ouais. C'est peu connu, ça, mais c'est énorme. Non, exact. Oui. Puis c'est que c'est dangereux parce que là-dedans, on se fait aussi... On a une pression à conserver un équilibre, une balance de vie, mais en même temps, on a la pression de performer. La pression est autant interne qu'externe, donc c'est très, très, très difficile à gérer. Puis c'est facile de voir ou de constater comment, justement, toute cette pression-là, tout ce stress-là peut se transformer en symptômes. Puis mais pourtant, c'est bon, on commence à le réaliser. Il y a plusieurs instituts qui ont justement appelé ou qui ont plutôt sonné l'alerte pour une crise en santé mentale. Et puis, mais ces risques-là sont encore plus grands pour les étudiants qui ne s'identifient pas comme étant cisgenres. Donc, il y a encore plus de facteurs de risque chez certains étudiants qui font partie de d'autres démographiques. Donc, c'est quand même... il faut garder ça. C'est alarmant quand même. C'est alarmant, puis on vous a averti, mais j'ai l'impression qu'on ne réalise jamais tant qu'on ne le vit pas, puis vous le vivez à plein. Là. Vous êtes dedans... Oui, c'est ça. Ils ont essayé de nous prévenir, mais on veut quand même se rendre au doctorat. Donc, je pense qu'il y a une autre façon qu'on pourrait utiliser pour essayer de réduire justement cette anxiété-là chez les étudiants qui veulent rentrer dans une maîtrise, parce que c'est supposé d'être le fun. T'es supposé d'avoir du fun à faire ton projet de recherche. Donc, peut-être plus miser justement sur la réduction justement des méfaits. Est-ce que vous abordez ce genre de questions-là? Vous avez un balado, en fait, pour parler, qui se nomme « Me sort de ma tête ». Oui. Est-ce que, j'imagine, c'est tout ça? On parle de santé mentale, puis on parle, j'imagine que vous partagez ça aussi avec les auditeurs. Oui, puis je recommanderais notre épisode 5 dans lequel on parle de l'anxiété de performance avec Catherine Raymond, qui est une chercheure justement postdoctorale, qui l'a vécu elle aussi, puis avec Émile Roy qui a fait un documentaire l'anxiété au 21e siècle, que ça aussi je conseille aux gens d'aller écouter, là, c'est vraiment... C'est vraiment bon. Merci beaucoup. On rappelle, en fait, les gens cherchent juste balado, sort de ma tête ou podcast, sort de ma tête, puis ils vont le trouver. Oui, exact. On est partout sur toutes les plateformes de balado-diffusion et même sur YouTube pour ceux qui voudraient nous regarder en même temps qu'on parle. Et sur Instagram aussi. C'est intéressant. Merci beaucoup à vous deux, Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Beauregard. Bonne continuation et à une prochaine venue en studio aussi à Folie Douce. Merci. Merci. Vous écoutez Folie Douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso allongé. Alors, le sujet, commencé plus tôt, Pierre, la prosopagnosie. Donc, on finit par... c'est pas si pire, finalement. On pensait que c'était difficile on a appris à le prononcer. Oui, à force de le dire. On a appris à le prononcer, puis là, on sait même qu'est-ce que c'est. C'est même payant au Scrabble, je pense. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle la prosopagnosie, le syndrome des gens
qui ne parviennent pas à se souvenir des visages. Écrit, c'est sur le site Internet français slate.fr. Et ce que tu disais dans le premier segment, même certaines personnes ne réussissent pas à reconnaître les visages de leurs proches. C'est là que c'est assez problématique. Et même d'eux-mêmes dans le miroir. On faisait une blague tantôt, mais effectivement, quelqu'un qui est à l'extrême. Ouais. C'est drôle, c'est curieux, le cerveau, tous les problèmes que ça peut avoir. C'est quasiment infini. Alors, c'est écrit par Mme Hélène Pagesi, qui est journaliste indépendante, et c'est édité par M. Yann Guillou. Et je parlais un peu plus tôt des façons, des raisons de ce problème neurologique. Il y en a 3 principaux, et j'étais rendu au 3e, ou en fait, une façon de le reconnaître, c'est par IRM. C'est une façon qui peut être prescrite pour déterminer si le trouble est dû à une lésion cérébrale. Le plus compliqué, c'est de se rendre compte qu'on est atteint de ce trouble. Le professeur Olivier Martineau, qui est responsable du CMRR, c'est le Centre Mémoire de ressources et de recherche du CHU de Caen, en Basse-Normandie. Celui-ci nous dit « La très grande majorité des prosopagnosiques ne consultent jamais, en grande partie parce qu'ils s'ignorent prosopagnosiques, surtout dans le cas de la prosopagnosie développementale, c'est-à-dire de ceux qui sont nés avec le trouble. Beaucoup vivent avec sans se poser de questions jusqu'à ce qu'un événement dans leur vie n'apparaisse. Mm-hmm. Le chef du service de neurologie raconte l'anecdote d'un homme au cinéma avec ses amis. Alors qu'ils discutent du film après la séance, l'homme s'étonne du fait que ses amis aient réussi à distinguer chacun des visages des personnages. Lui a toujours été incapable de le faire, mais il pensait que c'était la norme. Pour compenser le fait qu'elles ne parviennent pas à décoder les visages, les personnes prosopagnosiques adoptent des stratégies parfois de manière inconsciente. Elles vont alors utiliser d'autres repères, tels que la voix, la coupe de cheveux ou la démarche d'une personne pour réussir à la reconnaître. M. Olivier Martineau nous dit « Si les personnes ignorent l'existence de ce trouble et qu'elles ne sont pas confrontées à des situations particulières où elles perdent leurs repères, elles peuvent vivre sans trop de difficultés. Ainsi, une personne prosopagnosique peut réussir à reconnaître ses proches avec qui elle vit au quotidien grâce à d'autres éléments que leur visage. Les choses se compliquent dans certaines situations sociales, comme les soirées où tout le monde est habillé quasiment de la même manière. Ça peut se comprendre, par exemple, avec les soirées mondaines de M. Brad Pitt, dont on parlait tantôt. C'est vrai, il l'est. Ou encore au travail lorsqu'on croise des collègues avec qui on a rarement eu l'occasion de travailler. Le chroniqueur français de télé et de radio, Philippe Vandel, qui est atteint de prosopagnosie, déclarait ainsi au journal Le Monde « Chaque jour à l'accueil de France Info, il y a entre 4 et 6 personnes. Je ne sais pas qui sont ces gens. Alors je fonce, je marche tête baissée. Et si quelqu'un vient me parler, tant mieux. » Un truc. C'est un truc, oui. Alors, c'est vraiment pas commode pour un animateur de télé. Ouais. Alors, c'est un des principaux problèmes de la prosopagnosie. À cause de leur syndrome, les prosopagnosiques peuvent passer auprès des autres pour des personnes snobs, indifférentes, voire impolies. La spécialiste des primates, Mme Jane Goodall, a appris à être atteinte d'une forme sévère de prosopagnosie, l'empêchant de distinguer certains animaux dont les singes. Donc, c'est vrai aussi quand on a affaire à des animaux. Mais même après avoir pris connaissance de son trouble, elle continuait à souffrir du handicap social qu'il pouvait entraîner. Elle a écrit dans ses mémoires « Même si je sais maintenant que je n'ai pas besoin de me sentir coupable, il est toujours difficile de savoir comment faire face. C'est humiliant parce que la plupart des gens pensent que j'ai élaboré une excuse pour justifier mon incapacité à les reconnaître et que, évidemment, je ne me soucie pas du tout d'eux. Évidemment, ils sont blessés. Je dois donc faire du mieux que je peux et généralement, je fais semblant de reconnaître tout le monde. Et bien que cela puisse avoir aussi ces moments gênants, ce n'est pas aussi grave que l'inverse. Le professeur Olivier Martineau nous dit « En l'absence de traitement, il n'y a pas forcément d'intérêt majeur à consulter si on n'est pas confronté à des situations sociales compliquées. » Pour s'éviter des critiques ou des remarques, d'autres vont préférer éviter tout bonnement certaines situations sociales. Avant l'article dans GQ Magazine, Brad Pitt avait expliqué en 2003 au magazine Esquire qu'il avait tenté pendant 1 an de s'adapter et de demander aux personnes qu'il croisait et qu'il ne parvenait pas à reconnaître de donner des détails sur leur rencontre.
mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Les gens étaient encore plus offensés. De temps en temps, quelqu'un va me reparler du contexte et je vais dire « Merci de m'avoir aidé », sauf qu'en retour, on me dit que je suis égoïste et prétentieux, a dit M. Brad Pitt. Souvent, je préfère rester chez moi. À ce jour, il n'existe toujours pas de traitement pour soigner la prosopagnosie, seulement des alternatives compensatoires pour aider la personne à reconnaître les gens, comme celle citée plus haut, et diminuer le handicap social dont elle peut souffrir. M. Olivier Martineau nous dit, en l'absence de traitement, il n'y a pas forcément d'intérêt majeur à consulter si on n'est pas confronté à des situations sociales compliquées et que le trouble ne nous empêche pas de vivre correctement. Alors voilà, Yvan, c'était la prosopagnosie. Ben oui, on a appris quelque chose, j'ignorais totalement. Merci beaucoup pour le sujet, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques secondes avant de conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Ben, bienvenue, mon cher. Et aussi pour tes segments Espresso et Espresso allongé, où tu nous as parlé de la prosopagnosie. On a appris ce que c'était, c'est fort intéressant à connaître. Nos invités en début d'émission, Guylaine Tremblay, actrice, et François Archambault, auteur, nous ont parlé de la série télé Anna et Arnaud, où il est question d'itinérance. Merci d'avoir été à l'émission. Nos collaboratrices Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous ont emmené leur sujet, la santé mentale des étudiants gradués. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.